Bonsoir aux premiers spectateurs connectés. On va attendre que tout le monde soit connecté avant de démarrer. Merci de patienter quelques instants. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, juste avant de commencer, petite introduction. Pour vous prévenir que Sébastien, Marlene et moi-même, nous sommes déjà heureux de vous accueillir ce soir. Donc, on organise ce webinaire au nom de la Smart Building Alliance, qui est une association qui va être présentée par Sébastien juste après. Donc, on est membre, nous-mêmes, de l'association au nom de nos entreprises. Donc, on organise ce soir ce webinaire au nom de l'antenne Aura, pour lequel nous sommes au comité de pilotage. Donc, nous faisons ça à titre bénévole. On va essayer de vous présenter justement le sujet de ce soir. Et alors, l'une des règles du webinaire, c'est qu'on ne fera pas de publicité, bien entendu. C'est l'une des règles de la SBA sur des marques ou des produits. Merci d'utiliser le module de questions-réponses tout au long du webinaire. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure de la présentation. Et pour les questions pour lesquelles nous n'aurions pas de temps, nous essaierons de répondre donc pendant la phase de questions-réponses à la fin. Et si jamais il y en a qu'on n'arrive pas à répondre, n'hésitez pas à contacter l'ASBA après coup, il n'y a pas de souci. Et puis enfin, pour terminer, un replay sera mis en ligne d'ici demain ou après-demain. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas participer du début à la fin. Un replay sera mis en ligne. Et bien, Sébastien, je te laisse du coup attaquer la présentation. Ok, bonjour à tous. On vous propose ce deuxième webinaire sur le suivi des consommations pour le bâtiment tertiaire. On va également parler du décret tertiaire et du décret BACS. Donc, il y aura une partie sur le contexte législatif et une autre sur les solutions pour financer la rénovation énergétique. Et enfin, une partie mise en œuvre. Et tout de suite, je vous propose de dire quelques mots sur la Smart Building Alliance. Donc, en quelques mots, c'est une association professionnelle dont le but est de réfléchir ensemble sur ce que doit être le numérique dans le bâtiment et sur le territoire. On parle de compatibilité d'équipement, de management des données, de sécurité. Oui, voilà, je veux juste dire ça sur ce point-là. Il y a des représentants, qui forment la SBA sont des acteurs de toute la filière du bâtiment. Donc, il y a des collectivités, des promoteurs, des foncières, des bureaux d'études, également des organismes de formation, de certification. La SBA a une présence nationale et aussi internationale, mais c'est dans le cadre local qu'on vous présente ce webinaire dans le cadre de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Le principe de la SBA, c'est qu'il y a des groupes de travail qui planchent sur différents sujets. Ces groupes de travail ont pour objectif de faire des livres blancs. Certains de ces livres blancs pourront devenir des labels, voire certifier une compétence ou certifier un bâtiment ou certifier un équipement. C'est le cas, par exemple, pour les compétences du label qui s'appelle Intégrateur Smart. C'est le cas pour les bâtiments du label qui s'appelle R2S tertiaire et maintenant R2S résidentiel également. Et c'est le cas prochainement pour les équipements du label qui va s'appeler R2S Connect. Alors, quelques
quelques infos sur certaines de ces commissions que je connais ou dans lesquelles je suis, donc je peux vous en dire quelques mots. Concernant le label R2S tertiaire, le but, c'est de faire qu'un bâtiment, dans l'avenir, apporte plus de services, apporte une meilleure optimisation de son exploitation, également soit facile à faire évoluer. Donc pour ça, en fait, ce label-là, que vous connaissez peut-être ou sans doute, déjà parle de différentes choses, du fait d'avoir un réseau smart qu'on appelle le quatrième fluide, du fait d'avoir une indépendance entre les couches terrain, la couche infrastructure et la couche de service, et que pour tout ça fonctionne ensemble, d'avoir une interopérabilité avec des API. Et ça est expliqué dans 6 piliers qui sont la connectivité, l'infrastructure réseau, etc., etc. Je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. Il existe sur le site de la SBA un guide qui explique très bien ça. Un autre point sur une commission qui s'appelle R2S, Rénovation énergétique et numérique du bâtiment, qui est une commission qui est en cours. L'idée, c'est de dire qu'en fait, il y a des éléments passifs et des éléments actifs lorsque l'on rénove un bâtiment. Parmi ces éléments actifs, il y a la chaudière, la GTB, la supervision, etc. Si on veille à ce que les solutions mises en place ne soient pas propriétaires, mais qu'elles soient ouvertes, eh bien le bâtiment et la rénovation pourront avoir plusieurs étapes, un phasage pour que ce soit évolutif et qu'il n'y ait pas besoin de tout faire dès le départ. Ouais, c'est l'idée de ce petit graphique où au départ on peut faire du comptage sur la chaleur par exemple, avec des répartiteurs de frais de chauffage. Par la suite, on peut amener du suivi de température et par la suite de la gestion de température. Un point rapide aussi sur R2S Connect. Je voulais parler juste avant des 3 couches que sont la couche terrain, la couche infrastructure et la couche service. Pour que tout ça marche avec différents fabricants, eh bien, il faut que ces équipements puissent communiquer ensemble. Et dans ce groupe de travail, on a défini des API avec ce que doit contenir une API de terrain vers l'infrastructure et d'infrastructure vers service. Ce groupe de travail a livré un document pour les fabricants de matériel qui sont en train de le regarder et de dire si c'est OK pour eux. Voilà. Un dernier point, encore 2 derniers points. Un sur l'aménagement, R2S aménagement, l'idée c'est de penser ce que doit être le numérique dans le cadre d'un aménagement de territoire. C'est une commission dans laquelle il y a pas mal de personnes parce qu'il y a beaucoup de choses à penser et sur laquelle moi j'interviens sur la partie résilience du numérique, également sobriété, mais je ne veux pas plus rentrer dans le détail. Et un dernier point sur une autre commission qui est sur le nouveau métier d'AMO Smart. L'idée de ce métier, c'est de, je passe directement à la slide suivante, c'est de protéger les intérêts du client pendant tout le processus de réalisation ou de rénovation d'un bâtiment, avec, par exemple, dans la phase de programmation, le fait de faire de l'acculturation des parties prenantes, c'est-à-dire leur faire prendre conscience de ce que peut apporter le numérique dans le bâtiment, de faire l'état des lieux, de recenser les besoins, etc. etc. Et ce métier d'AMO Smart va pouvoir intervenir tout au long des différentes phases et garantir qu'à la fin, on aura bien un bâtiment ou un territoire qui soit réellement smart, réellement communicant. Voilà. Un mot pour vous parler des interlocuteurs qui vous présentent ce webinaire ce soir.
Donc moi, je représente l'entreprise qui s'appelle Brainibiz, qui est active en Suisse romande et en Rhône-Alpes. Brainibiz a donc deux activités, celle d'AMO Smart, qui est le fait d'accompagner les porteurs de projets sur les différentes phases, et le fait d'être également intégrateur. Intégrateur, ça veut dire qu'on conçoit et on réalise une solution pour faire un bâtiment qui soit communicant et qui réponde aux besoins en termes de numérique. Et je vais aller vite pour finir. Brainibiz est intégrateur certifié Smart Home et également accompagnant référent pour le label R2S. Voilà, je laisse la parole à Marine. Merci, Sébastien. Donc, moi, je suis Maryline Morin, je représente la société L'acier Connectivité, dont les activités sont relativement proches de celles de Sébastien et de Guillaume. On est tous des intégrateurs smart. Donc, effectivement, on fait en sorte de faire fonctionner avec les différents corps de métier du bâtiment ces nouveaux métiers très liés au numérique dans ces bâtiments. Moi, je travaille dans des environnements tels que les EHPAD, les plateaux de bureaux, mais également en milieu résidentiel. Et du coup, il y a également deux types d'activités. Il y a ces activités de conseil et de réalisation sur cette partie Smart Building, et également une activité de formation, donc à destination de publics soit techniques, soit de publics prescripteurs à différents niveaux de technicité. Également, et donc j'interviens principalement en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec également des chantiers jusqu'en Occitanie et en Alsace. Voilà, je laisse Guillaume se présenter. Merci Maryline. Donc effectivement, Sébastien et Maryline l'ont dit, nous sommes également intégrateurs Smart Building. Nous avons 3 domaines de compétences: la connectivité des bâtiments, la sûreté et la gestion technique du bâtiment, sujet qui nous intéresse principalement ce soir. J'ai indiqué deux exemples de réalisation que nous avons pu réaliser. Le premier, c'est un bâtiment de bureau dans lequel nous avons effectivement fait justement intervenu sur les différents domaines de compétences que nous avons, donc un plateau de bureau complet en tertiaire. Et deuxième exemple de réalisation, une résidence de tourisme, là aussi avec la gestion de l'éclairage, chauffage, voilà, des différents remontées des états, donc vraiment sur les exemples de réalisation qui concernent la GTB, sujet qui nous intéresse ce soir. J'ai oublié, excusez-moi, de présenter. Donc, je suis effectivement le cofondateur avec 2 associés de la société E-Link, basée à Annecy, et nous intervenons principalement sur les Deux-Savoies, mais majoritairement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais donc prendre la main pour la suite de la présentation. Donc, du coup, est-ce que vous voyez bien mon écran, Marline, tu me confirmes? Oui. Le bon? Oui. Ça marche. Donc, du coup, le contexte législatif. Donc, je vais vous parler ce soir des nouveaux décrets qui nous intéressent. Donc, il y en a 2. Le décret tertiaire, qui est désormais appelé maintenant dispositif éco-énergie tertiaire, qui est une obligation de résultat. On va voir pourquoi. Et le deuxième décret, qui est une traduction française d'une directive européenne, qui est le décret BAX, qui signifie qu'il y a une obligation de moyens, donc de s'équiper d'une gestion technique du bâtiment. On va voir plus tard c'est un acronyme BAX, et on verra plus tard en détail à quoi ça correspond. Donc, on va commencer par le décret tertiaire. Le décret tertiaire donc fait suite à une annulation d'un premier décret tertiaire qui a été lancé suite au Grenelle de l'environnement et donc du coup qui a été retoqué par le Conseil d'État suite à un problème juridique. Il a fait de nouveau un nouveau décret tertiaire qui est apparu en juillet 2019, qui est rentré en vigueur le 1er octobre 2019 également. Il a été suivi par un premier arrêté le 10 avril 2020 qui est venu compléter le décret, qui a été un arrêté appelé méthode, suivi d'un deuxième arrêté qui date du 24 novembre dernier, qui est appelé arrêté valeur absolue 1, qui vient compléter le premier arrêté et qui précise des objectifs à atteindre en valeur absolue pour les activités de bureau, d'enseignement et de logistique. Il sera complété par d'autres arrêtés, notamment un valeur absolue numéro 2 qui viendra compléter la liste des activités, parce que la crise étant passée par là, des groupes de travail ont dû être suspendus pendant le confinement, d'où le retard.
Donc, qui est concerné par le décret tertiaire? Le décret tertiaire, ça concerne aussi bien les propriétaires que les locataires ou les preneurs à bail. Et c'est quelle que soit la forme juridique des propriétaires, que ce soit des copropriétés, des associations de copropriétés, qui sont potentiellement concernés aussi bien du secteur public que du secteur privé. Alors, il y a 3 cas. Le premier, c'est le cas d'un bâtiment où il y a qui est exclusivement utilisé pour un usage tertiaire supérieur à 1000 m². Deuxième cas, c'est une partie de bâtiment où là aussi, il y a une activité tertiaire supérieure à 1000 m² ou un ensemble de bâtiments, donc un site sur lequel il y a minimum 1000 m² dédiés à l'usage tertiaire. Un exemple de site qu'on peut prendre, c'est un site, par exemple, d'une université, où là, on va avoir effectivement plusieurs bâtiments, et sur la totalité des bâtiments, il est fort à parier qu'on dépasse les 1000 m², et si on dépasse les 1000 m², dans les 3 cas, on est assujetti à cette obligation, à ce décret. À savoir qu'il faut que le bâtiment soit en service avant la publication de la loi Elan, donc avant le 24 novembre 2018. Donc, quand je dis bâtiment en service, c'est bâtiment effectivement qui n'était plus en construction, qui était bien utilisé. Quelques rappels. La définition déjà du secteur tertiaire. Donc, petit rappel, le secteur tertiaire est défini par complémentarité avec les activités agricoles et industrielles, soit les secteurs primaires et secondaires, aussi bien donc des activités marchandes que non marchandes. Donc, non marchands, ça concerne bien entendu tout ce qui est finalement domaine public, administration, enseignement, santé, etc. Deuxième rappel, les surfaces peuvent évoluer dans le temps. Donc, lorsque des activités tertiaires cessent dans un bâtiment qui était soumis à un décret tertiaire, quoi qu'il en soit, un assujetti restera assujetti dans le temps. Autre chose à prendre en compte, c'est qu'un bâtiment qui n'est pas assujetti à la date d'aujourd'hui, donc qui ne dépasse pas les 1000 m², si demain, il y a une nouvelle activité qui vient et qui fait que ça dépasse les 1000 m² d'usage tertiaire, alors le propriétaire ou le locataire devient assujetti. Donc, ce n'est pas figé dans le temps, ça évoluera justement les assujettis dans le temps. Donc, quels sont les objectifs du décret tertiaire? Donc, comme j'ai dit, c'est une obligation de résultat, c'est une obligation de réduction des consommations d'énergie allant en 3 étapes, en 3 décennies, moins 40% en 2030, moins 50 et moins 60 par rapport à une année de référence. Sachant que cette année de référence sera au choix de l'assujetti. Donc, on verra plus tard. L'idée, c'est de prendre l'année la moins bonne entre 2010 et 2020, sachant que l'année 2020 forcément est exclue du fait de la crise et ça serait pas très utile de choisir la pire année de votre consommation, bien entendu. Et donc, pour atteindre ces objectifs, on le verra plus tard, mais bien entendu, il faut renforcer la sobriété et l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires et surtout sensibiliser les acteurs du monde immobilier qui ne le sont pas forcément aujourd'hui. Et petite définition, parce que quand on parle de réduction des consommations d'énergie, qu'est-ce que l'énergie finale? Donc, finalement, il faut prendre en compte toutes les consommations d'énergie qui concernent l'ensemble des usages, autrement dit le chauffage, le refroidissement, l'éclairage, la production d'eau chaude, ascenseur, escalator, sécurité incendie, et finalement tous les usages spécifiques à une activité. Ça peut être par exemple des machines de production, des machines de travail. Les objectifs sont progressifs. Ils peuvent être atteints suivant 2 modalités alternatives suivant les cas. La première modalité, c'est la valeur relative. Donc, c'est les fameux moins 40, moins 50, moins 60% atteints par rapport à une année de référence. Comme je l'ai dit, au choix de l'assujetti, on verra à quel moment vous pouvez la choisir. Ça doit inclure, donc, comme je l'ai dit, tous les usages énergétiques sur une année complète. C'est ajuster des variations climatiques. Donc, ces modalités de correction sont définies par un arrêté. Et c'est qualifier ces données, ces objectifs par des données d'occupation, d'intensité d'usage. Là aussi, je rentrerai un petit peu plus tard dans le détail. Et donc, comme je l'ai dit, j'insiste, il faut bien, c'est un choix stratégique de choisir l'année de référence, bien entendu. Et enfin, la deuxième modalité, c'est l'atteinte de l'objectif en valeur absolue, d'où le fameux arrêté que j'ai évoqué tout à l'heure. L'objectif est ici déterminé par chaque catégorie d'activité, donc usage de bureau, usage d'enseignement, usage de santé, etc. Ça inclut là aussi tous les usages énergétiques sur une année complète. C'est exprimé cette fois en kilowattheures par mètre carré par an, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux, donc c'est-à-dire les bâtiments qu'on est capable de construire aujourd'hui avec de grandes performances, ça sera calé là-dessus, cet objectif. Et ça tient compte, là également, des indicateurs d'intensité d'usage. Et petite précision, les valeurs à respecter seront fixées par arrêté. Donc, il y a déjà un arrêté qui est apparu pour l'année 2030. Et après, il y aura un arrêté à chaque fois pour les différentes décennies qui vont suivre. Donc, histoire d'illustrer ces 2 possibilités pour que vous puissiez bien comprendre.
Nous avons donc notre magnifique graphique avec les consommations. Donc, un bâtiment peu performant, donc, qui a été construit par exemple dans les années 60, on va choisir une année de référence de consommation. Donc, par exemple, l'année 2012, on va dire que c'est la plus mauvaise. Dans ce cas-là, il va devoir atteindre un objectif d'ici 2030 de moins 40% d'économie d'énergie, puis moins 50, puis moins 60. Ça, c'est le cas en valeur relative, donc par rapport à un pourcentage de réduction d'énergie. Deuxième cas, prenons un cas d'un bâtiment plus performant, donc un bâtiment qui a été rénové, donc ça peut être un vieux bâtiment mais qui a été rénové récemment, ou bien un bâtiment plus récent qui a été construit par exemple en 2015, donc théoriquement il est quand même beaucoup plus performant qu'un bâtiment des années 60. Et donc là, ça va être beaucoup plus compliqué de faire moins 40%, moins 50%, moins 60% d'économie d'énergie. Donc c'est là qu'intervient la deuxième modalité, valeur à atteindre en valeur absolue, donc qui a été fixée par arrêté pour l'année 2030 et seront arrêtés plus tard pour les décennies 2040 et 2050, sachant qu'on peut très bien prendre un exemple qu'un bâtiment peu performant, si le propriétaire et les locataires font de gros travaux d'investissement et font attention à leur consommation au quotidien, ce qu'ils ne faisaient peut-être pas avant, eh bien, ils pourraient très bien arriver directement au seuil en valeur absolue. C'est tout à fait possible, sachant qu'il n'y a pas d'obligation, bien entendu, hein, c'est au moins d'atteindre moins 40% avec la valeur relative. Voilà pour l'illustration. Donc, sachant que le législateur accepte que certaines situations puissent empêcher l'atteinte des objectifs. Dans ce cas, aucune sanction ne s'appliquera aux assujettis. Donc, la méthodologie de calcul de ces différentes modulations a été précisée dans un arrêté. Différents cas. Le premier, en cas de changement de l'activité exercée dans le bâtiment ou du volume de l'activité. Donc, la modulation sera effectuée automatiquement sur la plateforme numérique Opérate. Je vous expliquerai dans un instant qu'est-ce que la plateforme Opérate. Et donc là, c'est selon le renseignement des indicateurs d'intensité d'usage. Comme promis, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Il y a deux types d'intensité d'usage. Le premier, temporel, donc avec une amplitude horaire annuelle, heures ouvrées par an, avec un étalon, là aussi, qui est fixé dans un arrêté. Étalon qui est pour l'exemple que je vais prendre aujourd'hui, qui est pour une activité de bureau dans un open space. Là, il y a un étalon de 3120 heures ouvrées par an pour l'indicateur d'intensité d'usage, et l'assujetti pourrait, par exemple, déclarer 2880 heures en prenant en compte 4 semaines de fermeture pour congé. Donc ça, c'est l'intensité d'usage temporelle. Deuxième intensité d'usage, c'est l'intensité d'usage surfacique. Donc, c'est la surface de plancher par poste de travail, donc mètres carrés par poste, et le taux d'occupation. Là, je continue dans mon exemple d'open space, il y a un étalon de 15 mètres carrés par poste avec un taux d'occupation de 70%. Ces données sont communiquées à titre indicatif. Je précise, ça sera bien entendu à l'assujetti de saisir ces informations, sachant que ça vaut un engagement sur l'honneur, mais quoi qu'il en soit, en cas de contrôle des services de l'État, sur simple demande, un document justifiant de ces valeurs devra être transmis, bien entendu. Deuxième modulation, c'est les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales. Ça doit faire l'objet d'un dossier technique. Là aussi, Sébastien reviendra dessus un petit peu plus tard. Et le troisième cas de modulation, c'est si des coûts manifestement disproportionnés par rapport à l'atteinte des objectifs arrivent. Donc, ça doit faire là aussi l'objet d'un dossier technique. C'est-à-dire que si, par exemple, pour faire des travaux pour atteindre les objectifs, le temps de retour sur investissement est supérieur à 6 ans, alors, dans ce cas-là, on peut effectivement moduler l'objectif atteint. Je précise, parce qu'il y a certaines publications qui n'étaient pas forcément très claires sur ce point, le dossier technique n'est pas une obligation de le réaliser. Il y a obligation seulement si vous avez besoin de moduler votre objectif. Donc, c'est louable de vouloir réaliser un dossier technique afin d'identifier les actions que vous pourrez mettre en œuvre. Là, Marilyn rentrera un peu plus tard dans le détail, mais il n'y a aucune obligation légale de réaliser un dossier technique. Quelles sont les obligations ? Donc, afin d'assurer le suivi de l'atteinte des objectifs, les consommations d'énergie devront être saisies dans une plateforme informatique nommée Opérate. Donc, la plateforme qui est gérée par l'ADEME et Opérate étant l'acronyme Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire. 2021 sera une année d'apprentissage. L'année 2020 est non représentative du fait de la crise. 2021 est aussi l'année la plus chargée en termes de saisie dans cette plateforme, car il faudra que les assujettis créent la base bâtimentaire, saisissent les adresses de leur site, les surfaces, les références de compteurs, la saisie des surfaces chauffées et ou refroidies, la saisie des indicateurs d'intensité d'usage préalablement évoqués, et la saisie des données de consommation de l'année 2020. Il faudra, quoi qu'il en soit, les saisir celles de l'année 2020. Elles serviront d'entraînement, justement, pour cette année 2021 qui est un peu particulière. Donc,
l'idée, c'est que l'ADEME tiendra compte des retours des utilisateurs, justement pour améliorer la plateforme pour qu'elle soit encore mieux préparée pour les années suivantes qui sont vraiment critiques, entre guillemets, pour atteindre les objectifs. Et les droits d'accès seront un peu plus limités sur la plateforme pour démarrer, pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Donc, comme précisé, les données à saisir pour 2020, en 2021, donc cette année, d'ici le 30 septembre, il faudra que vous saisissiez toutes les consommations de l'année 2020. Donc, ce n'est pas encore trop tard, mais il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute parce que d'ici le 30 septembre, vous devrez avoir récupéré tous les documents pour saisir vos données de consommation. Et après, ça sera tous les 30 septembre de chaque année qu'il faudra, avant le 30 septembre, pardon, qu'il faudra saisir les données. Il y a donc, pour l'autre date qui a été repoussée du coup du fait de la crise, 30 septembre 2022, qui est une grosse échéance là aussi, il faudra choisir l'année de référence. Donc, il faudra effectivement que vous rassembliez tous les documents d'ici là. Vous choisissez, entre guillemets, l'année la pire au niveau de vos consommations et il faudra saisir l'ensemble des consommations sur la plateforme pour l'année de référence que vous aurez choisie. Donc, si vous choisissez l'année 2010, il va falloir récupérer tous les documents avant que ce soit trop tard. Et d'ici le 30 septembre 2022, il faudra également saisir les indicateurs d'intensité d'usage. Quoi qu'il en soit, pour la remontée des informations de consommation, il y a une interopérabilité possible avec la plateforme. Là, Sébastien rentrera un peu plus dans les détails tout à l'heure. Donc, ça permettra d'automatiser pour vous éviter de saisir manuellement chaque année. Je rappelle, tout assujetti doit renseigner la plateforme avant le 30 septembre de cette année. Et malgré qu'il y ait la crise, il y a quand même des données à saisir pour cette année, c'est une obligation. Donc, quelles sont les responsabilités imposées par le décret tertiaire? Les propriétaires sont en charge de créer les bâtiments, les sites, les lots sur les plateformes Opéra. Ils créeront également des accès pour leurs locataires, s'ils en ont, qui, eux, saisiront leurs propres données. Les propriétaires seront en charge donc de saisir toutes les informations pour identifier les locataires, le SIRET, le RNA ou autres. Et l'atteinte des objectifs, c'est une obligation, comme je l'ai indiqué, et les moyens à mettre en œuvre relèvent de la responsabilité des assujettis, aussi bien les propriétaires et les locataires s'y à présent, chacun pour ce qui le concerne. Il y a un dialogue nécessaire entre les propriétaires et les locataires pour arriver justement à atteindre ces objectifs. Donc, dans le cas de copropriété, notamment, c'est le syndic qui a un devoir de conseil qui doit, à ce titre, proposer de traiter ces sujets en assemblée générale. Dans le cas d'un locataire, il sera donc important de définir les responsabilités, sachant que l'annexe environnementale, qui est une obligation depuis déjà plusieurs années, qui est une annexe qui est jointe comme le DPE ou le diagnostic de performance énergétique, est joint à un contrat de bail. Et donc, l'annexe environnementale définit déjà normalement les responsabilités entre le propriétaire et le locataire. Et ça permettra justement, en cas de conflit, de dire qui n'a pas atteint l'objectif, qui n'a pas fait ce qu'il fallait, qui n'a pas suivi ses obligations. Enfin, quelles sont les sanctions dans le cadre du décret tertiaire? Alors, en cas de non-transmission des informations sur la plateforme Opérate, il y aura une mise en demeure, bien entendu, et il y aura un principe de name and shame, c'est-à-dire que l'ADEME publiera les entreprises qui sont non conformes du point de vue de ce décret. Donc, ça pourra pénaliser votre image de marque auprès des consommateurs et de l'opinion publique en général. Et l'autre possibilité, c'est une amende par bâtiment et par an, jusqu'à 1 500 € pour les personnes physiques et 7 500 € pour les personnes morales en cas de non-respect du programme d'action, c'est-à-dire l'atteinte des objectifs d'ici 2030, 2040 et 2050. Nous passons maintenant au décret BACS. Donc, le décret BACS, qui a été publié le 20 juillet de l'année dernière. Il s'agit d'une obligation d'installer un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments. Donc, BACS, c'est un acronyme anglais de Building Automation and Control System, en français, donc système d'automatisation et de contrôle des bâtiments. Mais en France, on l'appelle plus communément GTB pour gestion technique du bâtiment. Qui est concerné par ce décret, ce deuxième décret? Donc, l'installation de BACS est obligatoire à partir du moment où les systèmes de chauffage, de climatisation d'un bâtiment tertiaire, combinés ou non avec un système de ventilation, excèdent les 290 kW de puissance nominale utile. Donc là aussi, pour savoir si vous allez être assujetti, il va falloir rassembler les documents vous permettant de savoir si vous les dépassez, ces 290 kW de puissance nominale utile. Si vous avez un DOE, théoriquement, vous devriez avoir toutes les informations pour trouver ceci. Une rapide estimation permet de dire que, du coup, cela concerne les bâtiments à partir d'une superficie moyenne de 2000 à 3000 m². C'est vraiment une approximation. Donc, ce décret recoupe forcément le décret tertiaire, où là, il faut être une surface supérieure à 1000 m². Et pour les bâtiments dont la génération de chaleur ou de froid est générée par un réseau de chaleur urbain ou de froid urbain, c'est la puissance du générateur à considérer
dans le calcul des 290 kW. C'est la puissance du générateur et de la station d'échange qui est à considérer. Excusez-moi. Il y a une possibilité là aussi de ne pas de pas être soumis à l'obligation s'il y a un temps de retour sur investissement supérieur à 6 ans. Attention, il faut savoir qu'à partir du moment où vous installez une GTB, une gestion technique du bâtiment, dans la majorité des cas, il y a un temps de retour sur investissement entre 3 et 5 ans, voire plus. Donc, ne vous inquiétez pas, même si cette clause échappatoire a été inscrite dans la loi, il est peu probable que vous puissiez passer outre. Quelles sont les obligations du décret BACS, Donc, comme je l'ai dit, ça rend obligatoire l'installation d'une GTB qui doit être soumise à une norme. Là, c'est Marilyn qui vous précisera la norme pour le respecter, cette GTB. On n'installe pas n'importe quelle GTB pour suivre les obligations. Il y a différents cas. Les bâtiments existants, ils doivent être équipés au plus tard d'ici le 1er janvier 2025. Les bâtiments neufs, si le permis de construire est déposé après le 20 juillet 2021, donc prochain, ils doivent être équipés d'une GTB dès la construction du bâtiment. Et dans les autres bâtiments, dès lors que des travaux d'installation ou de remplacement d'un générateur de chaleur, alors il doit y avoir l'installation d'un système de régulation de la température, pièce par pièce ou par zone de chauffage, obligatoirement. Exception faite si le générateur de chaleur est un poêle à bois, par exemple, donc un appareil indépendant de chauffage au bois. Donc, vous l'aurez compris, pour conclure, tous les bâtiments devront être équipés d'ici 2025. Donc, quels sont les objectifs du décret BACS? Donc, déjà, dans un premier temps, c'est de permettre d'atteindre les objectifs du décret tertiaire, forcément. C'est une obligation de moyens, justement, pour permettre de l'atteindre. Ce n'est pas le seul moyen, Marilyn vous l'expliquera, mais c'est l'un des moyens utiles. Sauf cas exceptionnel, effectivement, comme j'ai dit, normalement, si on est soumis au décret BACS, on est soumis au décret tertiaire. Et la mise en œuvre d'une GTB, c'est une action de rénovation énergétique dite à gain rapide. Là aussi, Marilyn vous expliquera avec un graphique pourquoi. Une GTB, ça apporte plusieurs services. Le premier, c'est suivre les données de consommation et notamment, du coup, permettre, vous l'aurez compris, de les saisir dans la plateforme Opérate. Ça permet de réguler en temps réel l'apport d'énergie pour assurer un confort aux utilisateurs et de faire des économies. Ça permet de détecter et alerter les responsables d'exploitation en cas de dérive de consommation pour intervenir le plus rapidement possible, éviter une surconsommation. Et enfin, de communiquer avec des équipements tiers ou services externes. Interopérabilité par API. Là aussi, Sébastien rentrera un petit peu plus dans le détail des systèmes d'API. Donc, globalement, bien conçu, un système de gestion technique du bâtiment peut être très performant car il va prendre en compte l'ensemble des usages, que ce soit l'éclairage, le chauffage, les protections solaires, la ventilation et j'en passe. Quelles sont les responsabilités concernant ce deuxième décret BACS? Donc, ce sont les propriétaires des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ou les locataires en fonction de la propriété de l'installation qui devront réaliser les travaux d'installation. Si l'installation d'un tel système n'est financièrement pas, il n'y a pas un temps de retour d'investissement inférieur à 6 ans, comme précédemment indiqué, il n'y a pas d'obligation d'installer, mais par contre, il faudra pouvoir le justifier en cas de contrôle, bien entendu. Autre obligation, les GTB feront l'objet de vérifications périodiques par un prestataire externe ou un personnel interne compétent. Ces vérifications seront encadrées par des consignes données aux gestionnaires de GTB qui doivent préciser la périodicité des interventions, les points contrôlés, ainsi que la procédure à suivre pour la réparation ou le remplacement des éléments défaillants. Là aussi, pour toujours assurer le bon fonctionnement de l'installation et donc permettre des économies d'énergie. Pour rappel, pour terminer là-dessus, les données produites et archivées sur la GTB sont accessibles aux propriétaires du système d'automatisation de contrôle, donc de GTB, qui en a la propriété. Le propriétaire est propriétaire de ces données. Donc, le propriétaire pourra transmettre cependant à chacun des exploitants, par exemple le gestionnaire de la chaufferie, les différentes données qui concernent la chaufferie uniquement. Mais c'est bien le propriétaire qui doit être propriétaire de ces données. Voilà, je passe la parole à Marine. Merci Guillaume. Je vais partager mon écran. Vous voyez mon écran? Je ne t'entends pas, Guillaume. Pardon, oui, c'est tout bon. Excuse-moi. Merci. Alors, une fois que ce contexte législatif a été exposé, la question suivante, c'est comment est-ce qu'on démarre un projet de rénovation énergétique et aussi comment on le finance. Donc, on va voir un certain nombre de choses ensemble. Si la slide veut bien tourner.
Tintin. Problème technique. Vous êtes toujours sur la slide de titre? Oui, on voit toujours le sommaire. Ça y est, c'est passé à la suivante. Donc, on va considérer 4 phases principales dans le fait de lancer ce genre de projet. En gros, on va avoir besoin, dans un premier temps, de comprendre où est-ce qu'on se situe. Donc, cette phase va reposer sur une collecte de données et une analyse de ces données. C'est vraiment une fois que cette compréhension de l'état des lieux, de l'état actuel sera faite, qu'on va pouvoir savoir comment avancer et passer à l'étape suivante qui est le plan d'action. Donc, la première étape, on va générer aussi la stratégie qui va permettre de répondre à ces nouvelles obligations. Une fois le plan d'action réalisé, va se poser la question de comment financer les actions qui sont prévues. Et là-dessus, on va voir, il existe vraiment une belle mosaïque de dispositifs qui peuvent être cumulables et sollicités pour venir financer ces actions. Et puis, la dernière étape, il n'y aura plus qu'à, sera donc de piloter le projet, donc de réaliser les travaux, de les suivre, de faire les déclarations obligatoires, bien évidemment, et de s'assurer que la situation reste stable et que les économies soient bien valorisées. Donc, la première étape va être de poser un cap. Donc, la première question, celle que beaucoup d'entre vous se posent dès maintenant, c'est le bâtiment est-il concerné par un ou deux de ces décrets? Donc, qui du propriétaire ou du preneur à bail va devoir agir? Donc là, Guillaume l'a exposé précédemment. Ça fera l'objet de discussions quand ça n'est pas déjà présent dans l'annexe environnementale annexée au bail. Ça fera l'objet en tout cas de rediscussions avec les propriétaires concernés. Les données de consommation de la décennie écoulée sont-elles disponibles? Si c'est le cas, alors on va trouver, donc ces données doivent être ajustées, comme l'a expliqué Guillaume, donc ajustées à la rigueur climatique, à l'intensité d'usage, etc. On va trouver, une fois tous ces ajustements réalisés selon les formules qui ont été fournies, les 12 mois glissants qui sont les plus défavorables pour partir de ces 12 mois et faire atteindre dans un premier temps ces moins 40. C'est moins 40 si on est en valeur relative. Mais dans certains cas de figure, on va vite le voir, justement en faisant l'analyse de ces consommations, peut-être que la valeur absolue sera plus intéressante. Donc, c'est un calcul aussi qu'il va convenir de faire pour prendre également cette décision. Alors également, un certain nombre de bâtiments disposent déjà d'audits énergétiques qui ont été réalisés, qui seront précieux dans ces différentes démarches. Et on va avoir une autre possibilité, ça va être de mettre en place des solutions de comptage à l'instant T, de manière à faire une première photo avant toute la mise en place des différents travaux ou des différentes actions qu'on souhaite déployer. De comptage fin, c'est-à-dire qui va nous permettre de définir usage par usage qu'est-ce qui est consommé par le bâtiment précisément. On peut même aller un petit peu plus loin, on peut même dire on met des détecteurs de mouvement, comme ça on peut aussi savoir dans nos analyses quelle était la présence dans le bâtiment en fonction des consommations. En tout cas, cette réflexion mérite du temps de savoir à quel degré à quel niveau de finesse on veut arriver dans l'analyse. C'est notamment intéressant pour les personnes qui vont avoir plusieurs sites qui sont concernés et qui veulent par exemple en utiliser un pour déployer un modèle et le répartir à d'autres. En tout cas, un conseil que vous retrouverez vraiment partout, c'est de ne pas trop tarder, même si on a un certain nombre d'années, toute une décennie pour réaliser ces travaux. Il est certain que dès maintenant, il va falloir être en mesure de se poser les bonnes questions pour pouvoir faire également des récupérations de trajectoire en cas de divergence ou de difficulté à atteindre les objectifs qu'on se fixe. Alors, une fois qu'on a fait ce travail, qu'on a un audit énergétique ou alors qu'on a en tout cas des éléments factuels qui vont nous permettre de prévoir les consommations, de connaître les consommations actuelles, de prévoir les gains qui pourraient être réalisés par certains bouquets de travaux, la phase suivante sera donc de construire un plan d'action et donc de décider dans quel ordre
conduire les actions. Alors, on ne parle pas toujours que de travaux, hein, on parle aussi d'actions parce qu'on n'est pas uniquement dans des solutions qui passent par des travaux, on peut aussi mettre en place des activités comme de la formation aux occupants, par exemple. Dans l'idée, on va aller chercher les activités qui coûtent le moins cher et qui permettent de récupérer un maximum de gains énergétiques, bien évidemment. Donc là, on a l'exemple d'un bâtiment. Cette matrice, elle évolue en fonction des bâtiments et des diagnostics énergétiques, hein. On en parlera également. Pour arriver à cette matrice, un très grand nombre d'aides peuvent être mobilisées dès les audits, dès cette phase en fait, où on se pose des questions, où on pose tous les diagnostics. Donc, une fois qu'on a cette matrice, on décide d'avancer dans un des projets. Alors, on a parlé notamment pour le cas particulier des bâtiments qui sont concernés par les 2 décrets, on a parlé de gestion technique du bâtiment. On va faire un zoom un petit peu plus complet sur cette notion parce que finalement, elle peut même intéresser des personnes, des sites qui ne sont pas soumis au décret BACS, ne serait-ce que par les économies qu'elles vont permettre d'aller chercher et par le confort qu'on peut en même temps prodiguer aux occupants. Donc, quand on a les 2 décrets qui tombent dans le même, une société qui est soumise aux 2 décrets, alors ça implique quoi? La mise en place d'une gestion technique de bâtiment de classe A ou B, au moins pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Alors, de quoi est-ce qu'il est question? En fait, il existe une norme qui spécifie la performance énergétique du bâtiment, qui détermine ce que c'est qu'un bâtiment de classe A, un bâtiment de classe B, etc. Et donc, il faut savoir que les bâtiments actuellement standards, avec peu de commandes centralisées, vont être typiquement de classe C, et les plus énergivores, les moins bien isolés, les vrais passoires thermiques, vont être de classe D. Pour vous donner des ordres de grandeur sur ce que la gestion technique du bâtiment peut permettre, cette même norme a réalisé un certain nombre de simulations et a déterminé par nature de bâtiment les économies d'énergie qu'on va pouvoir aller chercher par la gestion technique du bâtiment. Notamment pour des bâtiments d'éducation, la mise en place d'une GTB, ça va permettre un gain d'énergie thermique de l'ordre de 20% et un gain d'énergie électrique de l'ordre de 14%. Les deux s'additionnent, on arrive donc à 34%. Donc déjà, sur cette première phase, cette première décennie sur laquelle on doit réaliser les travaux du décret tertiaire, et donc avant 2025, qui est la date limite pour le décret BACS, un bâtiment qui serait soumis, en faisant ces travaux, a déjà pratiquement fait coup double sur ce qu'il doit réaliser pour 2030. Un autre cas où c'est très, très intéressant de mettre en place de la régulation au chauffage, ça va être les amphithéâtres. Où là, tout de suite, on a 50% de gains d'énergie thermique et 11% de gains d'énergie électrique. Alors, plus précisément, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de ces bâtiments de classe A, de classe B, etc. Mais en fait, c'est très simple. Cette norme, elle reprend usage par usage, ligne par ligne, ce que doit faire le bâtiment. Et vous voyez, la ligne rouge, on va déterminer que si on a tous les critères qui sont B, mais il y en a un pour lequel on n'est pas assez bon, eh ben, le bâtiment, il tombe en catégorie C. Donc, ça veut dire qu'il va falloir reprendre toutes ces lignes où on tombe en catégorie C, en tout cas toutes ces lignes qu'on ne fait pas aujourd'hui qui nous permettent de monter en catégorie B, et faire les actions qui demandent d'être faites. Donc là, si on prend le cas de la commande d'éclairage, un bâtiment qui permet juste de gérer l'éclairage par des boutons, il est de classe D, et si on a des minuteries dans les escaliers, ben, il va être plutôt de classe C. Par contre, dès lors qu'on met en place des détecteurs, tout de suite, il passe en classe A sur ce critère. Ces mêmes détecteurs ont souvent des sondes de luminosité qui vont permettre, si on met des lumières variables, qui vont permettre du coup d'ajuster la quantité de lumière qu'on diffuse au besoin pour ne pas suréclairer quand on a déjà un apport de lumière extérieure qui est très, très proche d'être suffisant. Ça permet d'éclairer un tout petit peu. Donc là, pareil, cette fonctionnalité-là en fait un bâtiment automatiquement de classe A sur ce critère. Donc ensuite, au niveau de la commande du chauffage, on va être dans quelque chose d'à peu près similaire. On est en classe C si on a même de la régulation pièce par pièce, mais par des régulateurs qui ne communiquent pas entre eux. Dès lors que ces régulateurs fonctionnent
communiquent entre eux, on arrive déjà en classe B. Et s'ils sont intégrés à d'autres éléments de la chaîne, comme par exemple ces mêmes détecteurs, asservis à la présence, donc, on va pouvoir passer en classe A, ou également asservis à la qualité de l'air. Donc, dès lors qu'on arrive à faire parler des parties techniques du bâtiment les unes avec les autres, eh ben, on améliore cette chaîne de régulation, de contrôle du bâtiment, et on améliore du coup la classe, qui nous permet d'atteindre l'objectif de moyen du décret Bax. Et donc, une fois qu'on en est là, donc on a parlé des 34% qui peuvent être récupérés. À ce moment-là, sur cette matrice qu'on avait précédemment, on complétera pour arriver aux 40% avec des activités peut-être pas forcément très très chères, mais qui vont permettre de réaliser des économies intéressantes, à hauteur de 6% par exemple, dans notre exemple de bâtiment d'éducation. Alors ensuite, il va convenir de trouver des moyens de financer toutes ces activités. Et là, le curseur, il est entre vos mains en réalité. Donc, bon, la chose la plus intéressante, c'est que puisqu'on est en train de parler d'économie d'énergie, on est en train de parler de réduire de 40 puis de 60% le montant de vos factures énergétiques. Donc ça, déjà en soi, même si en termes de trésorerie, on a besoin de ces dispositifs de prêt, etc., déjà en soi, c'est une économie. Donc, je viens de le mentionner, les prêts seront un élément essentiel de cette démarche. Il faut savoir qu'un très grand nombre de prêts pour différents types de publics ont été mis en place de manière à doter de ressources suffisantes les acteurs qui doivent faire ces activités. Dans les économies générées, on a aussi un autre dispositif qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, qui permet de se faire payer par des tiers une partie des activités de rénovation énergétique. Pour certaines PME, par exemple, on va avoir aussi un crédit d'impôt qui va permettre de faire en sorte qu'une partie de ces dépenses ne rentre jamais dans un effort d'investissement pour l'entreprise. Et puis ensuite, donc là, le curseur, la partie effort d'investissement, ben c'est aussi une autre paire de manches. Nous, notre rôle, il est d'accompagner également les entreprises pour faire en sorte que cet effort d'investissement puisse être minime. Il existe énormément de projets dans lesquels l'effort d'investissement peut être annulé complètement par les différents dispositifs à solliciter de la bonne manière. Donc ça, dans la réflexion de la stratégie à avoir, donc on peut très bien se dire au début, on se fait un plan d'action, on a une stratégie. On peut, après avoir vérifié les différents financements disponibles, décider de réajuster cette stratégie pour que ça colle au mieux aux besoins et aux capacités de l'entreprise ou de la collectivité. Alors, j'ai parlé du dispositif des certificats d'économie d'énergie. De quoi est-ce qu'on parle précisément? Donc là, les certificats d'économie d'énergie, il faut s'imaginer qu'un certain nombre d'entreprises qui ont des activités polluantes sont par nature obligées, d'où leur nom, par le ministère de l'écologie, de financer des travaux, des actions en faveur de la rénovation énergétique pour les particuliers, les entreprises, les collectivités. Donc, eux, en fait, chaque période, ils doivent être en mesure de présenter au ministère un nombre de certificats, une valeur d'économie réalisée grâce à ces travaux qui leur permettent d'éviter d'avoir des taxes à payer. S'ils n'atteignent pas leurs objectifs, ils seront lourdement taxés. Donc, ils doivent être vraiment actifs dans ce rôle d'incitation. Donc, eux, ils vont ensuite inciter les maîtres d'ouvrage, les professionnels à entreprendre ces actions pour pouvoir derrière mettre la main sur ces certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est intéressant, ça peut financer un certain nombre d'actions, ça peut être de l'ordre de 30%, parfois ça peut dépasser, parfois ça peut être moins. Pour les différentes actions qui vont être finançables par ce type de dispositif, on va retrouver la mise en place d'éclairage LED, par exemple. On va retrouver des actions sur tout ce qui est enveloppe, isolation, qui sont très, très rentables aussi d'un point de vue du gain énergétique qu'on va aller chercher derrière, tout comme les actions dans le domaine de la thermique, on l'a vu avec la mise en place de régulation de chauffage avancée, de gestion technique du bâtiment.
Au niveau des machines industrielles et des moteurs, évidemment, il va y avoir aussi du travail pour récupérer un petit peu d'énergie, de la formation de salariés, de la mise en place de suivi de consommation, donc des dispositifs de mesure, et tout ce qui va toucher à la lutte contre les déperditions par exemple, le calorifugage de tuyaux pour limiter les pertes. Voilà, les C2E, on voit que c'est quand même un champ relativement vaste. Alors, comme il y a énormément de travaux qui peuvent être réalisés dans chacun de ces 6 domaines, des fiches standardisées ont été réalisées. Donc, ce sont des fiches qui déterminent de manière claire des éléments. Donc, je vais vous en montrer une juste après. Des éléments obligatoires. Donc, là, si on veut profiter du certificat d'économie d'énergie sur la mise en place d'une gestion technique du bâtiment pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, alors il faut que le bâtiment soit tertiaire et soit déjà existant, que la GTB qu'on met en place permette bien d'atteindre la classe B ou A. Une classe C ne sera pas suffisante, même pour un immeuble d'une classe D. Évidemment, cette GTB doit être mise en place par un professionnel et la fiche standardisée va détailler toutes les mentions obligatoires qu'on doit retrouver sur la preuve de réalisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve une durée de vie. Donc là, pour un système de gestion au niveau du chauffage et de l'eau chaude sanitaire, on est sur une durée de vie de 15 ans. Cette durée de vie, elle est variable. Par exemple, si vous changez tous les luminaires d'un commerce, ça va être une durée de vie de 11 ans. Et ces durées de vie, elles sont à chaque fois spécifiées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez solliciter des C2E dans chacune de ces 6 catégories et vous pouvez en cumuler plusieurs au sein d'une catégorie sans aucun problème. Par contre, vous ne pourrez pas demander 2 fois le même C2E dans la période, dans la durée de vie de l'équipement. Donc, si vous venez de vous faire financer une GTB, vous devrez attendre 15 ans pour à nouveau demander une aide aux obligés au titre de ce financement-là. Alors, rien que sur la partie tertiaire, c'est 63 fiches standardisées. Bien sûr, vous pourriez aussi avoir un projet spécifique et le présenter comme tel. Hein. Là, ça demande un petit peu plus de contact et d'échange. Vous retrouverez à ce lien sur le site de l'AT2E l'ensemble des fiches standardisées. Là, j'ai mis le lien des fiches pour le tertiaire, mais vous avez la totalité des fiches des 5 secteurs concernés par ce dispositif. Je précise que le dispositif des C2E n'est pas du tout nouveau. Hein. C'est un dispositif qui date de 2006 et qui a été bien rodé. Les obligations vis-à-vis des entreprises, des obligés, ont été considérablement augmentées dans le temps. Et il faut vraiment bien profiter de ce levier pour financer toutes ces activités qui vous sont demandées. Mais il n'y a pas que les C2E, c'est ça qui est beau. Énormément d'autres dispositifs sont à disposition. Alors là, on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail de chacun de ces dispositifs parce qu'on pourrait parler 1 heure rien que de cette planche. Il se trouve quand même que pour tous les profils, il va exister un dispositif d'aide et un dispositif de financement. Il y a des choses qui vont être subventionnées. Donc, si on prend par exemple l'exemple du tremplin pour la transition énergétique des PME. Là-dedans, on va pouvoir se faire financer tout un tas de bilans d'émissions carbone. On va avoir tout ce qui est audit énergétique, de l'aide à la maîtrise d'œuvre pour la rénovation globale, un diagnostic de qualité de l'air, etc. De la même manière que pour les aides aux collectivités, il peut y avoir de l'aide à la mise en œuvre de schémas directeurs d'énergie, pareil, de l'AMO, par exemple, pour la mise en place de contrats de performance énergétique. Donc, on est vraiment dans dans un dispositif qui est très, très complet, avec des financements, donc c'est pareil, des types de prêts qui sont garantis, qui sont avec un taux fixe préférentiel, avec un différé de remboursement qui permet également de démarrer ces projets dans de bonnes conditions. Ces différés, en général, sont de l'ordre de 2 ans. Et la durée maximum de ces projets, en général, ça va être, selon les types de prêts, ça va être entre 2 et 3 ans jusqu'à 10 ans. Et il y a un dernier dispositif qui est assez intéressant, qu'il faut prendre en compte. Alors, il est spécifique, c'est pour les PME entre 20 et 250 salariés. C'est le DIAG Ecoflux. Ce diagnostic qui permet d'avoir un suivi pendant une période de 18 mois avec
donc une période d'abord d'analyse des consommations. Donc, un expert, en fait, est mandaté pour travailler au niveau de cette entreprise, l'accompagner, regarder avec la manière dont sont organisées les données qui sont disponibles. Et donc, des systèmes de capteurs peuvent être installés si c'est nécessaire, ou alors un audit énergétique mené, etc. Tout concorde de manière à faire en sorte qu'ensuite, pendant 12 mois, on ait un suivi du lancement des travaux de rénovation énergétique. Et ça coûte 1 000 à 1 500 € selon la taille de l'entreprise. Donc ça, par exemple, sont des dispositifs qu'il faut connaître. Alors, nous, notre travail, il est d'accompagner dans la connaissance de ce genre de dispositif et puis de mettre en relation aussi avec les bonnes personnes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour le lancement d'un projet tel qu'un projet de rénovation énergétique, ce qu'il conviendra de faire, c'est vraiment de s'entourer des bonnes personnes. Et ça, Sébastien leur dira également quand il nous évoquera aussi les solutions à mettre en œuvre. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on a vu quelle est la situation à l'instant T, quel est le plan d'action, comment on va financer ces actions. Et bien maintenant, on va définir les indicateurs et on va lancer les phases de réalisation de travaux, tout simplement. En parallèle de ça, les déclarations obligatoires dans Opérat auront commencé pour les assujettis au décret tertiaire. Et ça, Sébastien va aussi nous le détailler. Et puis, une autre chose qui est très, très importante, c'est de continuer à bien faire un suivi des indicateurs, à bien traiter les alertes sur d'éventuelles déviations pour mettre en place des actions. Parce que parfois, il ne suffit pas d'atteindre son objectif. Il existe des contre-références, des cas réels sur lesquels les 40%, ils ont été atteints déjà, mais assez rapidement par une dégradation, le fait de ne pas bien maintenir les équipements, par exemple, un filtre bouché ou un personnel qui pense que maintenant, comme l'objectif est atteint, on peut laisser le chauffage allumé et puis ouvrir la fenêtre plutôt que de baisser au thermostat. N'importe quel type de désordre peut aussi faire perdre l'avantage qui a été gagné par ces mesures qui ont été mises en place. D'où l'intérêt de garder un suivi des consommations, si possible un suivi des consommations par usage pour vraiment rentrer dans le détail et bien faire ce suivi au fil du temps dans la décennie qui vient et les décennies ultérieures, puisqu'on est sur du très long terme. Donc maintenant, je vais laisser Sébastien vous présenter les différentes solutions. Alors, je partage mon écran. Alors, pendant que tu fais ça, j'en profite pour dire, si vous avez des questions auxquelles on a répondu en cours de route, notamment, il y a une ou deux personnes à qui j'ai dit que la réponse va suivre par la suite. Si vous trouvez que la réponse n'est pas suffisamment claire par rapport à votre question, n'hésitez pas à la poser à nouveau. Elle reviendra dans le fil des questions. Et pour compléter les propos de Marilyn, et en attendant la présentation de Sébastien, excusez-nous par avance, c'est vrai que j'ai oublié de le dire en introduction, on a essayé de réduire au maximum le contenu ce soir, mais il y avait tellement de choses à dire. On va encore avoir 15-20 minutes de présentation de Sébastien, donc nous nous excusons de vous faire rester un petit peu plus tard que prévu. Et nous vous remercions de votre présence. Sébastien, je te laisse la main. OK, donc pour parler de la partie mise en œuvre, à quoi ça sert de faire ce suivi des consommations? Eh bien, ça sert à comprendre le fonctionnement du bâtiment, ça sert également à communiquer sur la plateforme Opérat, ça sert également à communiquer auprès des occupants du bâtiment, et puis ça sert ensuite à agir, c'est-à-dire mettre en œuvre des actions qui pourront permettre de faire de la réduction de consommation. Concrètement, de quelle énergie on parle dans les énergies à déclarer dans Opérat? On parle des énergies qui sont facturées, c'est-à-dire qui sont livrées au bâtiment. Ça peut être de l'électricité, ça peut être un réseau de chaleur s'il y en a un sur le territoire, mais ça peut être également des combustibles que l'on va transformer avec une chaudière, donc par exemple du gaz ou des granulés.
Du moment où ça rentre dans le bâtiment, Opérate considère que ce sont des énergies à déclarer. N'est pas compris dans Opérate tout ce qui est autoproduction d'énergie, donc par exemple des panneaux photovoltaïques. Alors, comment ça se passe? Vous allez avoir les factures de chacun de vos fournisseurs et c'est vous à les saisir manuellement dans Opérate, sauf si le fournisseur déclare pour vous la consommation, ce qui sera le cas pour le fournisseur d'électricité, visiblement. Donc ça, c'est la première solution, la saisie manuelle. L'autre solution, c'est d'avoir en fait une relève sur chacun de vos compteurs qui arrivent dans le bâtiment. Ce que je dis est valable dans le cas d'un mono-occupant. On voit la multi-occupation juste après. Donc, dans le cas d'un mono-occupant, vous avez déjà un compteur électrique sur lequel on peut récupérer l'information de consommation, l'index, le temps réel, etc. C'est déjà le cas du moment où vous avez un compteur électronique, qu'il soit Linky ou pas. Ça sera le cas généralement du moment où vous avez aussi un réseau de chaleur. Et pour les autres fournitures d'énergie, il peut y avoir une adaptation à faire, que ce soit avec le compteur de gaz, mais c'est en train de changer avec Gaspard qui est en train d'être installé, ou pour le fait de connaître l'énergie renouvelable ou les granulés qui vous ont été livrés. Tout ça peut rentrer dans un gestionnaire de comptage qui, lui, pourra envoyer automatiquement à travers une API ces consommations. Ça, c'était pour le cas mono-occupant. Dans le cas multi-occupant, eh bien, pour l'électricité, ça ne change pas grand-chose puisque chacun des occupants a son compteur d'électricité. Par contre, si l'énergie de chauffage est faite en commun à partir d'une chaudière commune à l'ensemble du bâtiment, il y a deux solutions. Soit les consommations sont divisées au prorata de la surface, ce qui est le plus simple, ce qui se fait déjà dans certains cas, en tout cas ce qui va se faire pour le calcul des charges. Mais ça ne représente pas la consommation réelle de chacun des locataires et surtout, ça n'incite pas les locataires à faire des économies. Donc, l'autre solution, c'est d'avoir en fait un compteur, un sous-compteur pour chacun des locataires. On va récupérer cette information de consommation de chacun des locataires. On va pouvoir l'envoyer, enfin, un gestionnaire de comptage va pouvoir le récupérer et le transmettre directement à Opérate. Opérate parle de deux types de données. Les données de consommation de ce qui rentre dans le bâtiment, c'est ce que l'on vient de voir. Et puis, il y a ensuite les consommations par usage. Opérate en parle, mais pour l'instant, elles ne sont pas à rentrer dans le système. Elles vont plutôt servir à renseigner l'audit énergétique s'il y en a un, et surtout à comprendre et animer la démarche de performance énergétique. Alors, ces données par usage, c'est quoi? Eh bien, en fait, elles sont détaillées dans la FAQ d'Opérate qui s'appelle E1. Mais en gros, il y a ce qui concerne la partie chauffage, refroidissement, eau chaude, éclairage et les auxiliaires qui font tourner toute cette partie thermique, qui rentrent dans ce groupe qui s'appelle réglementation thermique. Il y a les usages immobiliers, donc qui sont spécifiques au bâtiment, et il y a les usages spécifiques qui, eux, sont spécifiques à une activité. Comment on peut faire ce comptage par usage? Eh bien, en mettant des sous-compteurs. Les sous-compteurs
peuvent être soit électriques, c'est ceux qui sont dessinés sur le petit réseau violet, soit ce sont des sous-compteurs énergétiques parce qu'ils ils font partie d'un réseau de chaleur qui peut dépendre soit simplement du bâtiment avec une chaudière, soit qui peut être alimenté par un réseau de chaleur du territoire. Concrètement, alors ça ressemble à quoi? Les capteurs d'énergie de chauffage, ils ressemblent à ceux qu'on voit sur la photo. Sur la photo de gauche, on les voit en situation dans une chaufferie et ils vont donner des informations qui sont, alors c'est un peu technique, mais qui sont soit sur du M-Bus, sur du BACnet ou sur du Modbus. Ça peut être également sur des protocoles qui sont sans fil. Il en existe différents, comme par exemple le M-Bus Wireless. Pour les capteurs d'énergie électrique, le principe est le même. On va les mettre dans des baies électriques, comme celle qui a été prise en photo sur une installation à gauche. Et ces capteurs-là, en fait, ils vont pouvoir envoyer de l'information sur différents protocoles, filaires ou sans fil. Ces protocoles, ensuite, ils sont récupérés par une passerelle qui va traduire le protocole spécifique vers le réseau IP et on va pouvoir les interpréter, les historiser, les comprendre et les envoyer vers notre système à travers un automate ou un superviseur. Alors voilà un peu le schéma qui reprend l'ensemble. On capte les données de sous-comptage de différents usages et de différents locataires du bâtiment si on est en multi-occupation. On les remonte à travers des passerelles dans un système dans une fonction, on va parler de fonction parce que la fonction peut être dans différents équipements finalement, dans une fonction de comptage et elles vont être mises à disposition des locataires pour suivre leur consommation, mises à disposition de l'exploitant du bâtiment pour pouvoir faire une facturation en consommation réelle plutôt qu'au prorata, ce qui est quand même très intéressant pour tout le monde et ce qui incite à faire des économies d'énergie. Et ça va également pouvoir être envoyé vers la plateforme Opérate. Quelques exemples d'interface utilisateur. Alors, voilà à quoi ça peut ressembler une interface pour un exploitant de bâtiment. On va y retrouver la consommation temps réel, on va y retrouver l'index, c'est-à-dire l'incrémentation au fil du temps de la consommation. Et puis, on peut également voir la consommation sur différentes courbes avec des pas différents, que ce soit horaire, semaine, mois, année. La même chose sur la partie de circuit électrique. C'est exactement le même principe. On a parlé du fait de mesurer et suivre les consommations pour faire des économies d'énergie. Une fois qu'on a fait cette première partie et qui est la demande du décret tertiaire, le décret BACS demande de piloter le bâtiment sur les différents aspects, entre autres sur l'aspect climat, où le fait de contrôler et piloter la chaleur, le froid, la ventilation sont primordiales pour faire des économies. Alors maintenant, dans un deuxième temps, on va parler justement de régulation et de gestion technique du bâtiment. Mais en prenant les choses simplement, en gros, une régulation, c'est quoi? C'est le fait de fournir une puissance, alors je parlais de chauffage, mais ce serait la même chose pour le froid ou pour la ventilation, c'est de fournir une puissance de chauffe lorsque la consigne est au-dessus de la température mesurée. Donc, sur ce graphe-là, les choses sont finalement assez claires. On a une consigne, c'est la courbe verte qui est à 12 ou 13 degrés. Voilà, et une température mesurée qui, elle, doit être à 14 ou un peu plus. Lorsque la consigne passe de 13 à 19, alors, en fait, c'est qu'il y a
une demande de chaleur puisque la température réelle, elle, n'est qu'à 14 degrés. Et donc, en fait, la puissance de chauffe on va chauffer le bâtiment. La puissance de chauffe, c'est ce qui est représenté par la zone grise, avec une puissance à 100% au départ. Et plus la température mesurée va monter, et moins on va avoir besoin de puissance de chauffe. Et au bout d'un moment, on va juste avoir une puissance de chauffe qui maintient la température mesurée autour de la consigne demandée. Lorsque la consigne rebaisse, et bien suivant l'inertie de la pièce ou l'inertie du bâtiment, la température mesurée va redescendre tout doucement. Voilà, ça c'est le principe. Concrètement, comment ça se met en place? Eh bien, on va avoir des capteurs de température qui vont capter la température de différentes pièces. Et suivant la consigne demandée, eh bien, on va ouvrir, alors, je schématise, mais on va ouvrir ou pas un circuit d'eau chaude pour alimenter un équipement qui va diffuser cette chaleur. Ça peut être un ventiloconvecteur, un radiateur, des batteries de centrales d'air. Je schématise parce que en fait, l'ouverture peut être dans différentes technologies qui sont des vannes simples ou des vannes 3 voies. Et si l'énergie n'est pas sur un circuit hydraulique, ça peut être avec des nattes dans un plancher chauffant ou d'autres types de radiateurs. Mais le principe reste le même. On a une consigne qui va être donnée par l'utilisateur et suivant la température mesurée, on va laisser ou pas passer de l'énergie pour réchauffer une pièce. Et donc, ces capteurs de température vont communiquer auprès d'une GTB. Donc voilà, on reboucle avec la nécessité du décret BACS d'avoir une GTB sur les bâtiments. Et c'est la gestion technique du bâtiment qui va ouvrir ou pas, qui va actionner ou pas le fait d'avoir de produire de la chaleur dans chacune des pièces. Si c'est avec du froid, c'est le même principe avec un groupe de froid qui pourrait venir sur le réseau. Les capteurs, il y en a différentes sortes, il y en a différents protocoles. Et il y en a qui sont filaires ou sans fil. Peut-être que vous en connaissez quelques-uns qui sont ici. Mais le principe est le même. Le principe, c'est de mesurer la température. Ensuite, lorsqu'on a mesuré cette température, on la remonte dans un équipement. Alors, un régulateur peut être un équipement dédié. C'est ce qui est présenté à gauche, ou ça peut être une fonctionnalité dans un automate ou dans un superviseur. Et puis, la sortie de cette fonctionnalité de régulation sera d'aller piloter une vanne. Alors, il y en a différents types. Il y en a qui sont à l'intérieur de ventiloconvecteurs, il y en a qui sont sur des nourrices, etc. Le principe est à nouveau le même. On a parlé de la fonction de régulation basique qui consistait à récupérer une consigne et récupérer une température, mais on peut aller bien plus loin et du coup apporter plus de confort et en même temps plus d'économie d'énergie. Si on prend en compte d'autres paramètres, comme par exemple l'humidité de la pièce, qui est un confort, qui est une mesure de confort. On peut également avoir des calendriers pour savoir si une pièce va être utilisée dans les prochains jours de la semaine ou dans les prochaines heures, suivant le type. Alors, ça dépend bien sûr du type de chauffage qu'on a. Si on a un chauffage qui a besoin de beaucoup d'énergie ou pas, ça ne sera pas la même façon de le piloter. Par exemple, sur des systèmes de ventiloconvection, le fait d'ouvrir une fenêtre, on peut directement arrêter le chauffage parce que ça ne sert à rien de chauffer de l'air et de pousser de l'air
va tout de suite partir à l'extérieur. Et puis, on peut aussi se servir de prévisions météo à plusieurs jours pour savoir si finalement, compte tenu de l'inertie du bâtiment, il sera nécessaire de chauffer ou pas ce bâtiment. D'autres exemples d'interface utilisateur, là où on va pouvoir voir ce qui se passe sur un circuit de distribution de chaleur. Est-ce que les vannes sont ouvertes et à quel pourcent? Est-ce que la pompe de chaque circuit est en fonctionnement ou pas? Est-ce que la pompe a un problème ou elle est OK? Quelles sont les consignes qui ont été demandées? Quelle est la température réelle qui est mesurée dans chacune de ces zones? Voilà, c'est un exemple de... Alors, c'est des exemples réels, hein, réellement installés sur des bâtiments. Le même principe pour une pièce, avec là c'est un exemple de ventiloconvecteur. Et encore le même principe pour un rideau d'air chaud, c'est ce que l'on retrouve dans des entrées de bâtiments pour éviter que l'air ne s'échappe lorsque l'on ouvre les portes, et c'est particulièrement vrai dans de l'accueil du public. Alors, pour résumer, comment faire des économies d'énergie? Alors, la première étape, c'est probablement de mesurer le comportement d'un bâtiment avant de commencer des actes de rénovation, de régulation, pour voir en fait d'où on part. On va pouvoir analyser le comportement du bâtiment en fonction de différents paramètres, en fonction des usages et en fonction des énergies consommées, également en fonction des différentes parties prenantes, des différents locataires, si c'est un bâtiment en multi-occupation. L'idée ensuite que demande le décret BACS, c'est la mise en place d'un système de régulation. Et puis, une GTB va pouvoir apporter différentes autres fonctionnalités, comme faire de la maintenance préventive, alerter en cas de problème ou de dérivation. Une régulation peut être pilotée, on a vu, par différentes choses, soit des choses que l'on retrouve dans tous les systèmes de régulation, soit des usages un peu plus évolués, comme utiliser du calendrier, la présence ou encore des prévisions de météo. Et puis tout ça est très intéressant, mais je pense que c'est aussi, il est nécessaire de former et d'informer les utilisateurs sur leurs responsabilités, leur montrer en fait à quoi ressemble leur consommation, et s'ils en prennent conscience, ils vont pouvoir également être acteurs de ces économies d'énergie du bâtiment. Voilà, on arrive au bout de cette présentation. Pour conclure, il y a d'abord le calendrier avec différentes étapes que demande la plateforme Opérate. La première cette année-là, c'est de déclarer les bâtiments et de déclarer les consommations de 2020. L'année de référence sera choisie courant 2022. Ensuite, on se rend compte qu'il y a des synergies entre ces deux décrets, des synergies sur la mise en place différentes énergies. En tout cas, une sur la mise en place technique des solutions. Donc, il est intéressant d'avoir une vision globale de ce qu'on veut faire pour mutualiser les équipements, pour mutualiser les réseaux et les interfaces utilisateurs. L'idée, c'est pas de refaire en fait deux systèmes qui soient indépendants dans le bâtiment, ce qui augmenterait les coûts et ce qui serait bien moins efficace. L'idée aussi, c'est de ne pas se laisser enfermer dans des solutions qui soient propriétaires, qui soient spécifiques à chaque fournisseur.
D'un côté, par exemple, la GTB, de l'autre côté, le suivi des consommations. Et malheureusement, c'est parfois encore ce qu'on voit. Donc, l'idée, c'est d'avoir une stratégie long terme avec un plan d'action sur plusieurs phases qui aura l'objectif d'atteindre les buts de réduction d'énergie. Ce que nous, on vous suggère aussi, c'est de s'entourer de différents partenaires pour la partie audit, pour la partie… de trouver aussi également d'avoir un mandataire pour les C2E, de s'entourer d'intégrateurs Smart Building et d'AMO Smart pour définir toute cette stratégie. Le but de tout ça, c'est de faire des économies d'énergie. C'est également de limiter le CO2 que dégage la consommation d'énergie pour garder un environnement qui soit plus vivable et plus désirable pour nous et pour les générations à venir. Mais ça, c'est effectivement nécessaire. Et en même temps, l'idée, c'est que ça puisse vous faire des économies pour vos entreprises et organisations. Voilà tout ce que l'on voulait partager avec vous ce soir sur ces deux décrets et sur le fait de mesurer les consommations et l'intérêt d'avoir une gestion technique dans vos bâtiments. Est-ce que, Guillaume, il y a eu des questions? Est-ce que vous y avez répondu entre-temps? Oui, on y a répondu au fur et à mesure. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser via le module de questions-réponses. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. En attendant que vous posiez vos questions, je vais combler le vide, entre guillemets. Donc, petit rappel très rapide de ce qu'on vous a présenté ce soir. Premièrement, il y a des déclarations à faire chaque année pour les assujettis au décret tertiaire. Et la première déclaration, comme l'a dit Sébastien, d'ici le 30 septembre de cette année, donc il ne faut pas oublier. Il faudra s'équiper d'une GTB d'ici au plus tard le 1er janvier 2025. Marilyn vous a expliqué comment vous aider à financer ces travaux, entre autres choses, et quelles sont les normes aussi à respecter. Et puis, pour terminer, Sébastien vient de vous présenter les différents moyens de mettre en œuvre ces systèmes de mesure et de suivi de vos consommations d'énergie et surtout de régulation pour obtenir des économies d'énergie. Si vous n'avez pas de questions, on ne va pas vous retenir plus longtemps. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Et puis, comme promis, on vous transmettra le replay au plus tard d'ici lundi. Et puis, il y a un petit sondage de fin de webinaire. N'hésitez pas à répondre. Ça nous permettra effectivement d'avoir votre ressenti, votre retour sur ce webinaire et peut-être de proposer des prochains épisodes. Alors, ça sera sûrement plus sur la rentrée, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous partager vos avis. Et puis, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas, comme l'a dit Sébastien, de vous entourer de partenaires. Donc, nous sommes intégrateurs et AMO pour Sébastien, mais bien entendu, nous avons des confrères partout en France. La SBA, justement, le regroupe nos confrères aussi dans la boucle. Il y a des fabricants, comme l'a dit Sébastien, il y a aussi des collectivités, il y a un peu tout le monde. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de ressources, vous avez des questions après coup, à contacter l'association SBA. On se fera plaisir, soit nous, soit les personnes de la SBA, de vous répondre et de vous apporter un peu de lumière sur vos questions. Sur ce, je ne vois pas d'autres questions arriver. Ah, si. Si, non, c'est un message de remerciement. Merci beaucoup, David. En tout cas, merci pour votre présence à tous. Et puis, là-dessus, je pense qu'on va pouvoir conclure, sauf si Sébastien et Marilyn, vous avez autre chose à rajouter. Parfait, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.